Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le décret Bax, une contrainte de plus ou une nouvelle opportunité. Et on va essayer aujourd'hui à la fois de décrypter un petit peu le texte et de le rendre plus intelligible pour faciliter sa mise en œuvre et de l'inscrire dans un rétro-planning et de voir en quoi on peut le voir non pas comme une contrainte, mais plutôt comme une étape d'autres projets et voir comme une opportunité dans le contexte actuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Guillaume Bach, je suis directeur commercial et un des associés de chez Citron et je vais vous présenter aujourd'hui ce sujet du décret Bac. Pour la deuxième partie de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, c'est ce qui rend aussi le sujet un peu plus dynamique et on passera à la deuxième partie du webinaire à répondre à vos questions dans la mesure du possible, et, tous ensemble. Brièvement, qui nous sommes Citron pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, et je les invite d'ailleurs à regarder notre base de données avec nos nombreux webinaires qu'on a pu faire sur diverses thématiques. Citron, on accompagne la transition énergétique et digitale des grands parcs immobiliers. Donc, on travaille aussi bien avec les donneurs d'ordre publics que privés et aussi avec les partenaires via une plateforme d'hypervision qui nous permet d'agréger des données énergétiques, techniques et patrimoniales pour permettre de prendre les bonnes décisions et être le plus efficient possible dans la mise en œuvre de sa transition énergétique pour donner plus de valeur verte à ses actifs, garantir le confort et une meilleure performance économique des actifs. La plateforme étant l'agrégation de données qui permet justement de piloter votre parc, mais ça s'accompagne aussi d'experts, à la fois en data, pour accompagner justement cette collecte, la complétude de la data et la normalisation de cette donnée, mais aussi d'experts en efficacité énergétique qui peuvent venir vous accompagner dans la mise en œuvre de votre transition énergétique ou accompagner vos experts internes sur certaines thématiques ciblées. En quelques mots, voilà, on est membre de Périfem, de la FEDEN, de la PropTech, d'AT3E, 2E, pardon. On a été créé en 2011, donc on a maintenant 12 ans d'existence. C'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 142 salariés. On a décomposé en dessous pour donner un peu d'idée de la taille. On a 45 salariés qui développent notre technologie, donc produits et développeurs informatiques. On a 49 salariés qui sont dédiés à l'accompagnement de nos clients, que ce soit sur les parties data que j'évoquais avant ou sur la partie énergie. Alors désolé pour tous les clients qu'on n'a pas cités, mais voilà, on a aujourd'hui quelques exemples de clients qu'on accompagne. Donc, comme je vous l'ai dit, globalement, leur point commun, c'est qu'ils ont plusieurs actifs, que ce soit dans le privé, donc des bureaux, notamment du retail, de la GMS, de la GSB, ou le public, où on va avoir des départements, bien sûr, des régions, des villes, des métropoles aussi, l'État qu'on accompagne, par exemple, le Sénat aussi, pour l'anecdote. On a voilà, tout un parc public comme privé qu'on accompagne dans la transition énergétique et digitale. On arrive sur notre sujet du jour, le décret Bax. Ici, on a remis une chronologie pour rappeler à tout le monde d'où ça vient, parce que beaucoup ont l'air d'avoir été surpris par ce décret, comme si, il venait de s'ajouter aux autres d'un coup d'un seul. Pas tellement. En réalité, c'est un décret qui est déjà évoqué depuis 4 ans. La première fois, c'était le 22 juillet 2020 qui a été précisé du reste en 2021, même si à l'époque on ne parlait que des assujettis qui avaient une puissance nominale utile de plus de 290 kW. On verra qu'entre-temps le seuil a été rabaissé à horizon 2027 vers les 70 kW. Ce décret est entré en vigueur par contre, il est vrai, le 9 avril 2023, donc c'est récent, et en même temps a été précisé d'ailleurs que les bâtiments neufs étaient soumis dès qu'ils avaient une puissance supérieure à 70 kilowatts. Donc, il faut retenir qu'il y a donc deux seuils. Un seuil de 290 kilowatts dès le 1er janvier 2025. Donc, on va parler de rétroplanning après, hein, mais c'est demain, évidemment, en 2025. On est début 2024. Donc, avec le temps de la mise en œuvre, c'est un impact qui doit se traiter sur cet exercice budgétaire-là. Et à horizon 2027, pour les bâtiments qui ont une puissance de 70 kilowatts, ce qui donne un petit peu plus de temps, mais néanmoins, on parle de beaucoup plus d'actifs, donc ça nécessite aussi d'anticiper la mise en œuvre du décret. Tous ces sujets sont soumis à un temps de retour sur l'investissement inférieur à 10 ans, qui est une clause d'exonération si tel n'était pas le cas, mais on y viendra. Dans bien des cas, la GTB est un investissement rentable avec des TRI inférieurs. Juste pour donner un peu de contexte plus global à l'échelle du parc français, c'est 6% des sites qui sont équipés de GTB
et très notamment les sites de plus de 20 000 m², où on voit que c'est ultra majoritaire, mais on voit que sur les sites de 1 000 à 5 000 m², qui sont pourtant soumis au décret tertiaire, on a 1% des sites, des 280 000 bâtiments, qui ont une GTB installée. Donc 6% en moyenne, donc on voit un peu le parc installé, sachant que globalement, les sites de plus de 1000 m², si on fait une règle très macro, sont soumis souvent soumis du moins par leur seuil de puissance. On voit un peu tout ce qui reste à équiper, c'est de loin très conséquent, sachant que pour celles qui sont en place, elles ne sont pas toutes efficientes. C'est l'ADEME d'ailleurs qui communique sur le taux de 50% de GTB qui sont réellement bien usités. Donc voilà, il y a les rendre plus accessibles, parce qu'aujourd'hui, une GTB, pour des raisons techniques, d'interface ou parfois aussi d'âge, ne sont pas toujours prises en main par les utilisateurs et mises à jour régulièrement. Donc l'enjeu est aussi d'améliorer, et le décret le prévoit et les aides le prévoient, les GTB existantes, pour celles qui existent, et de mettre en œuvre des GTB pour tous les sites qui ne sont pas dotés. Donc voilà pour voir un petit peu la taille du marché. Donc ce décret BACS a légèrement évolué. Il faut juste retenir les six secteurs d'activité concernés et celui qui ne l'est plus. Donc la logistique et les entrepôts ne font plus partie du périmètre décret BACS à date. Donc les secteurs d'activité concernés concernent l'enseignement, les commerces, la restauration, l'hôtellerie, la santé et les bureaux. Qu'est-ce qui est soumis? Donc là, on vient de voir ce qui était obligatoire, c'est tout ce qui est attenant à la CVC, donc au chauffage, ventilation, climatisation et au sous-comptage. Donc c'est tout ce qui doit être monitoré à travers une GTB, donc gestion technique du bâtiment, et peut être ajouté, puisque ça donne des opportunités de valorisation C2E, certains items. Alors là, les items qui sont par exemple valorisables en C2E, il va y avoir l'éclairage, par exemple, qui va permettre d'avoir des C2E complémentaires, ou les auxiliaires, ça peut être des pompes, et on y reviendra un peu plus tard dans un cas pratique. Donc il faut distinguer ce qui est soumis et obligatoire dans le cadre du décret, et ce qui est éligible à des C2E complémentaires, et qui rendent d'autant plus pertinentes votre GTB, mais qui ne font pas partie du scope réglementaire obligatoire. Je vois que les premières questions apparaissent, j'y réponds à la fin, mais n'hésitez surtout pas à poser les questions pour qu'on puisse en discuter. Donc nous, comme on l'a fait avec d'autres réglementations, on a cherché à récapituler et à être assez concis dans ce qu'était le décret BACS, et on l'a résumé avec 7 grandes obligations, points à respecter pour le décret BACS. Un enjeu de structuration, on va y venir, il faut structurer son patrimoine autour de ce décret. Un enjeu de suivi, évidemment, donc d'être capable de remonter la donnée, d'analyse, donc de prendre les bonnes décisions avec les bonnes analyses associées, de rendre interopérable le système. Voilà, on va y revenir un petit peu plus tard. De piloter aussi, c'est une des obligations du décret BACS, des systèmes qui se doivent d'être autonomes et qui doivent être inspectés régulièrement. Il y a un dernier point, c'est qu'il faut être aussi capable, et ça fait partie de l'interopérabilité, de transmettre aux parties prenantes, donc c'est notamment à vos exploitants et mainteneurs, mais ça aussi, on en reparle un tout petit peu. On va repasser chacune d'entre elles pour plus précis. Donc la première, c'est structurer sa base patrimoniale. Donc là, il faut situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence qui peuvent provenir d'un audit énergétique, par exemple, mais elles peuvent aussi provenir des caractéristiques de chacun des systèmes techniques que vous avez en place. Donc là, c'est un travail d'inventaire qui va permettre de sommer les puissances CVC notamment qui vont faire partie du bâtiment pour voir si, en termes de puissance, vous êtes assujetti ou pas à ce décret. Ensuite, il y aura cette notion de ROI qui viendra s'ajouter pour exonérer ou pas le bâtiment. Mais la première étape, effectivement, c'est d'être capable de voir d'où on part et de structurer sa base patrimoniale autour de cette nouvelle réglementation. Il y a aussi une obligation de sous-comptage qui est importante. Il faut être capable de suivre, d'enregistrer et d'analyser en continu. Et ça, c'est important parce qu'on y reviendra. Il y a des GTB en place qui sont là pour effectivement rendre le bâtiment plus intelligent, mais qui parfois à l'époque n'étaient pas dotés de cette capacité à suivre, enregistrer, analyser par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire. Donc c'est ce qui implique une mise à jour aussi des GTB parfois déjà déployés. Donc, un pas de temps horaire, je le disais, des données de production, mais surtout des données de consommation énergétique, des systèmes techniques du bâtiment, et à les ajuster en conséquence suivant les consignes, les scénarios et les optimisations possibles. L'enjeu ici, c'est de permettre d'avoir une meilleure régulation du bâtiment en fonction des usages, et j'ai même envie de dire en fonction des nouveaux usages. Quand on parle du tertiaire bureau, par exemple, le télétravail, etc., font qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités de régulation, et il faut avoir un système qui soit capable de suivre en continu la performance en fonction de l'usage et qu'on puisse adapter facilement
en fonction des circonstances. Donc ça demande la mise en place d'un sous-comptage par zone fonctionnelle dans le cadre du décret, et ça demande aussi d'être conservé à un pas de temps de 5 ans, donc un pas de temps mensuel pendant 5 ans, pardon. Donc ça demande aussi une capacité à historiser les données de la GTB. La troisième obligation, c'est de disposer d'un outil d'analyse et d'alerte partagée. Donc ça, c'est important. C'est pas simplement un travail de collecte de données. C'est sûr que c'est un enjeu que de la collecter, mais à la limite de collecter une donnée sans la traiter, c'est presque contre-productif si on reste sur une logique purement énergétique. L'enjeu de ces systèmes, c'est de collecter pour pouvoir agir. Il y a des ratios qui existent là-dessus, hein, qui ont été communiqués. Aujourd'hui, la capacité d'un système IoT ou GTB, le rapport est de 1 pour 10 en termes de consommation par rapport aux économies que ça peut générer. Par contre, il y a aussi un ratio d'utilisation de l'IoT, par exemple, où on estime que seul 10% de l'IoT est correctement utilisé. Donc ça vient un petit peu anéantir le sujet, d'où le message que je passe aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut collecter la donnée, mais il faut surtout ensuite derrière l'utiliser et l'analyser pour ne pas retomber dans les travers du parc français actuel qui est faiblement doté de GTB, et quand il l'est, pas toujours bien piloté pour autant, parce que pas réellement piloté au quotidien. Ça permet donc de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques, d'informer l'exploitant du bâtiment pour permettre l'analyse de la situation et améliorer l'efficacité énergétique. Donc, informer l'exploitant, ça aussi, c'est une donnée importante et logique. L'exploitant est celui qui conduit vos installations. Donc, vous avez, vous, en tant que propriétaire ou que locataire, un rôle à avoir dans la sobriété, dans le pilotage du bâtiment, mais votre exploitant aussi a un rôle dans la conduite et l'adaptation ensuite de ces consignes, par exemple, et de tout ce qui va concerner vos lots techniques. Forcément, c'est une partie prenante importante du sujet et il doit donc être informé. Donc, le décret BACS le prévoit. Il faut aussi mettre en place des règles du coup, de perte d'efficacité d'un système technique à travers des tableaux de bord d'analyse. Donc ça, c'est la vraie finalité. Il est faux de penser qu'on paramètre une GTB une fois et une bonne fois pour toutes, évidemment. Il faut challenger régulièrement l'efficacité des GTB en fonction des usages qui sont changeants, en fonction des remplacements d'objets, d'équipements. Il y a tout un tas de choses dans la vie du patrimoine technique qui peuvent venir impacter évidemment l'efficacité des systèmes et d'être capable d'alerter le gestionnaire et l'exploitant pour lui aussi réagir. Il doit être interopérable avec les différents systèmes techniques du bâtiment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même apprécier, souligner dans le texte. A été prévu parce que c'était parfois le travers qu'on reprochait à des GTB de ne pas être suffisamment ouvertes, pas suffisamment interopérables. Il faut que ces GTB soient en capacité de se connecter à l'ensemble des 5 systèmes concernés par la réglementation, par des protocoles normalisés ou par une API. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt appréciable. On va y revenir plus tard, mais vous allez avoir certainement des GTB un peu hétérogènes sur votre parc entre le fruit de votre histoire et les choix que vous allez faire en fonction des typologies spécifiques de vos actifs. À la fin, il faut être capable d'avoir une vision agrégée. Et l'obligation des GTB à communiquer, à être interopérable, permettra cette vision globale et normalisée. Une obligation de pilotage, parce qu'on parle bien de cela quand on parle de GTB. Donc, il faut que pour les bâtiments neufs ou existants qui en sont dotés, d'être capable, lorsqu'il y a une logique technique et économique, hein, ça c'est ce qui vous permet d'être exonéré, et ben, d'automatiser, d'avoir des systèmes d'automatisation donc et de contrôle du bâtiment. Donc là aussi, on ne précise pas dans la réglementation un niveau de complexité sur le sujet. Néanmoins, il y a un guide officiel d'application qui date de mai dernier qui indique les classes A, B, C et D pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la réglementation. Donc il faut noter que jusqu'à la classe C, c'est-à-dire en A, B ou C, nous sommes conformes à la réglementation. Nous ne le sommes pas lorsque nous sommes en classe D. Donc une classe D, souvent, il va manquer un certain nombre de prérequis qui peuvent être notamment, je l'ai dit avant, l'alerting, l'historisation de la data, qui peut du coup être complété parfois par la mise en place d'un système de management de l'énergie, ça peut être une réponse, ou qui peut plutôt s'étudier aussi comme la mise en place d'une GTB plus efficiente ou une évolution de cette dernière vers une classe C, voire B ou A, sachant qu'on y reviendra juste après, il y a des aides en place pour le passage en A et en B. Donc en fait, quand on a une GTB existante qui n'est pas C, la question c'est par rapport aux aides disponibles, aux gains énergétiques que je vais faire demain et à l'investissement, est-ce qu'il est plus rentable juste de la faire passer en C à moindre coût, de la faire passer en B en bénéficiant des subventions ou de la faire passer en A parce que, en plus des subventions, j'ai un enjeu énergétique certain qui justifie en fait le surinvestissement initial puisque le ROI est très satisfaisant. Euh,
Donc, on va y venir juste après en parlant de C2E pour la classe A et la classe B. Ensuite, il y a une obligation d'autonomie. Donc, c'est de permettre un arrêt manuel et la gestion autonome des systèmes techniques du bâtiment reliés au BACS. Donc là, les différents systèmes, donc les cinq reliés au BACS, doivent être indépendants. Ils doivent pouvoir être allumés et éteints indépendamment. Et ça doit pouvoir se relancer aussi de manière manuelle. Voilà, c'est une précision du texte sur l'autonomie des systèmes. Il y a aussi une obligation d'inspection. Donc là, c'est pour essayer justement de ne pas retourner dans le travers que j'ai déjà cité deux fois, d'une GTB mal usitée, mal challengée. Donc il faut non seulement avoir un pilotage de ces GTB, mais aussi s'assurer de leur bon fonctionnement de manière plus basique. Et donc, il y aura des vérifications périodiques par un prestataire externe ou interne compétent. Il est vrai que cette partie-là nécessitera plus de précision de la part du législateur à date, mais on peut imaginer demain que des AMO, des automaticiens, des exploitants pourront se structurer pour permettre ce contrôle, parce qu'on n'a pas toujours la compétence en interne naturellement. Les premiers contrôles auront lieu dans 5 ans, puis tous les 2 ans. Donc je pense que d'ici là, le texte se précisera, mais il faut avoir en tête que il est important de mettre un système durable, puisqu'il sera amené à être contrôlé et donc challengé régulièrement dans son fonctionnement. Et on y viendra après, pas que le bon fonctionnement, mais aussi dans le pilotage. Du coup, si je récapitule déjà tout ce que je viens de vous dire sur ces 7 étapes, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, on est sur un système qui doit être autonome, interopérable, qui doit permettre de piloter euh, vos équipements. Pour ce faire, en amont de tout ça, vous devez structurer votre patrimoine en fonction de cette réglementation pour vous permettre demain de mieux suivre et surtout de mieux analyser les consommations et le pilotage de ces GTB. Et il y aura des inspections qui auront lieu au gré de la durée de vie de l'équipement. Donc il y a une partie de terrain qui est obligatoire, on va y revenir après, et il y a une partie logicielle ensuite pour assurer le suivi dans la durée. Je vais vous parler maintenant justement des étapes de comment nous citerons. On vous conseille de traiter le sujet dans les mois qui vont venir, parce qu'on va y venir. Il y a un délai, il y a une opportunité en termes d'aide qui rend le délai de mise en œuvre assez court. Donc on va d'abord évoquer ce sujet-là, puis après on prendra un cas pratique, un exemple qui a bien fonctionné. Donc la première étape, c'est l'état des lieux et le questionnaire patrimonial. Il s'agit là d'identifier le périmètre qui est soumis et les parties prenantes. Je précise les parties prenantes parce que c'est le propriétaire qui est soumis. Néanmoins, le locataire peut très bien décider de mettre en place une GTB et bénéficier des C2E. Donc on ira plus tard, mais dans le cadre d'opérations autofinancées ou avec des temps de retour extrêmement courts de par le gain énergétique associé, je ne pense pas qu'il faille simplement résumer ce décret à quelque chose qui doit être fait que par le propriétaire. Le locataire, lorsque le propriétaire n'est pas proactif sur la thématique, peut avoir un intérêt à traiter le sujet. Donc, c'est le propriétaire par le texte qui est soumis, mais rien n'empêche au locataire d'être proactif envers son propriétaire ou de s'emparer du sujet parce qu'il y a un intérêt économique. Il faut donc, une fois qu'on a identifié ce périmètre, répondre à un questionnaire technique pour essayer de valider ce périmètre soumis, effectuer les visites techniques sur ce périmètre soumis. On va prendre des photos, faire l'inventaire justement technique des puissances nominales notamment pour vérifier l'assujettissement, valider les TRI, puisque c'est un cas d'exonération si les TRI sont trop importants, pour finalement avoir un parc assujetti final, c'est-à-dire une fois qu'on a considéré les puissances, une fois qu'on a considéré les temps de retour. Par la suite, il va falloir du coup effectivement analyser le plan de comptage et les systèmes de régulation et de supervision. On l'a dit, il faut qu'il y ait du sous-comptage par zone. Donc c'est aussi un sujet de mise en place de sous-comptage, ce décret, en plus du challenge des systèmes de régulation et de supervision existants ou pas du reste. Il faut définir donc l'écart avec la réglementation. Donc, si on n'a pas de système, évidemment, l'écart est complet. Si on en a un, de quoi parle-t-on et quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous vers la classe C, B, A. C'est ce qui va nécessiter des études pour sélectionner les solutions techniques adaptées en identifiant justement les différentes opportunités. Voir aussi quel matériel, quel protocole de communication seront à utiliser pour le rendre interopérable. On l'a vu, hein, c'est aussi une obligation. Et identifier les prestataires qui vont être impactés dans le cadre de ce projet, puisqu'il y a aussi un devoir de communiquer envers ces derniers. Donc, il faut aussi qu'ils soient partie prenante de cette équation-là. Donc, est-ce qu'on va venir, par exemple, envoyer de l'information sur la GMAO de son exploitant? Ça peut être une façon de le faire, mais en tout cas, c'est des choses qui doivent être regardées.
Le but de tout cela, c'est d'obtenir à la fin un rapport final qu'on vous présente pour avoir trois plans d'action chiffrés en mise en conformité, hein, la mise en conformité minimale, d'atteindre la classe C, et une mise en conformité plus importante lorsque, de par les aides et qui sont importantes, je vais y revenir juste après en termes de C2E et l'opportunité de gain énergétique, on a un intérêt finalement à mettre un système plus évolué. Ça doit aboutir à la rédaction d'un cahier des charges et d'un rétro-planning dédié. Le cahier des charges est important. Si on se dit un peu les choses, il y a une pénurie quand même d'intégrateurs. Le marché est tendu. Aujourd'hui, ces derniers privilégient quand même ceux qui ont structuré leur démarche et qui émettent un cahier des charges. Il est difficile d'obtenir un intégrateur volontaire aujourd'hui pour aller faire les visites et chiffrer par la suite face à la demande actuelle. Donc, du coup, c'est important d'avoir un cahier des charges plutôt clair, avec une demande claire et un rétro-planning associé pour tenir les délais que je vais évoquer juste après. Donc, nos trois préconisations pour résumer, vérifier l'assujettissement en fonction des puissances et temps de retour, challenger son plan de comptage et les régulations en place. Ça, c'est important aussi. Ensuite, il faut déployer la solution technique. Donc là, il y a la notion de cahier des charges, de rétro-planning, de mise en œuvre et de valorisation des C2E qui sont importants. Déployer une solution digitale pour être en conformité aussi avec le décret BAX, donc de créer son jumeau numérique sur la thématique, d'avoir les fiches techniques dans son outil, d'intégrer les valeurs de référence, de collecter des données énergétiques en complément, de suivre la bonne mise en œuvre de la solution technique. Ça, c'est important parce qu'au-delà du pilotage au quotidien, il faut aussi s'assurer, et il y a du rétro-commissioning, il y a des outils qui existent, des réserves, des levées de réserves, qui permettent de s'assurer de la bonne mise en œuvre de la solution euh, par l'intégrateur. Sécuriser la performance durable du parc, ça aussi, c'est ce à quoi, c'est la finalité finalement de cette solution digitale. Pour ensuite inscrire ce projet dans une démarche plus globale, on va mettre à jour son schéma directeur énergie puisque cette action va impacter euh, les consommations énergétiques, donc optimiser les dépenses énergétiques, mais aussi faire une partie de la marche, j'y reviendrai, dans le cadre du décret tertiaire notamment, mais pas que, hein, vous avez peut-être pour beaucoup d'entre vous des ambitions bas carbone, zéro carbone. Donc, on actualisera son impact budgétaire, on s'assurera de l'interconnectivité avec les prestataires et on mettra en œuvre une stratégie d'énergie management associée qui est très vague, du moins très large, c'est plutôt ça. Ça peut être à la fois de l'accompagnement humain parce que la donnée en elle-même, comme dit, malgré l'algorithmie et les alertes, il faut quand même les traiter ensuite. Ça peut être aussi de faire des audits pour identifier d'autres actions possibles en termes de sobriété, d'efficacité ou d'énergie renouvelable. Voilà, ça doit s'inscrire dans une démarche plus globale. On va parler des C2E parce que le sujet est absolument primordial jusqu'au 30 juin. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais que c'était dans un contexte de temps qui était contraint, c'est que la fiche sera abrogée uniquement au 1er janvier 2025. Donc la bonne nouvelle, c'est que la fiche perdurera toute l'année. En revanche, la bonification qui vous permet de multiplier par 1,5 les C2E dans le cadre de l'amélioration d'un système existant et par 2 dans le cadre de la mise en place d'une GTB, ça n'est prolongé que jusqu'au 30 juin 2024. Donc, pour faire clair, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, budgété le décret BAX sur cette année 2024. Vous aviez probablement prévu le traiter durant l'année, mais si vous voulez bénéficier de cette bonification qui est non neutre, il faut être capable de signer les devis avant le 30 juin 2024. Donc, c'est relativement contraignant. J'ai prévu un rétro-planning à la fin pour pouvoir mettre ça un peu en perspective et vous allez voir que pour y être, en réalité, dans le contexte du marché un peu tendu, il va falloir s'y mettre assez rapidement. Cette valorisation de ces deux œufs, elle est aussi fonction, au-delà des systèmes en place, du secteur d'activité, d'une part, de la surface, des puissances, de la classe et de la zone géographique. Donc, à droite, vous voyez les zones géographiques H1, H2, H3. Les aides sont plus importantes sur la zone H1 que la zone H2 que la zone H3. C'est en fonction de la rigueur climatique, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour ceux qui sont H3, non, mais c'est particulièrement intéressant pour ceux qui sont H1. La bonification, donc je l'ai dit, jusqu'au 30 juin, ça, on vient de le voir. Je vais avancer. Du coup, un retour d'expérience d'un projet qui a été mis en œuvre là, il y a moins de 2 mois. Je voudrais revenir sur un secteur, enfin sur un projet plutôt très classique. On est sur du tertiaire de bureau, 7 750 mètres carrés. On a une chaufferie centrale avec production de choses sanitaires. On a des circuits régulés. On n'a pas de GTB. Et on a dû d'ailleurs remplacer les pompes pour permettre le pilotage. C'est un point important, je vais distinguer après parce qu'il y avait un coût associé, mais les pompes ne permettaient pas le pilotage conformément au décret BAX. Donc c'était quelque part un investissement complémentaire nécessaire pour se mettre en conformité
sur le décret. On est en zone climatique H1 et ce qui a été décidé dans ce cas-là, mais les trois opportunités ont été étudiées, c'est de mettre une GTB de classe A. Pourquoi? Alors là, vous avez la fiche C2E. Cette fiche C2E permet de calculer le montant de C2E éligible, tout d'abord en mégawattheure CUMAC, pour en connaître le volume, et ensuite, charge à vous, en vous en accompagnez naturellement, de valoriser au mieux ces C2E sur le marché. Je ne vais pas revenir ici sur le marché du C2E, mais on a déjà fait des webinars sur le financement de la transition énergétique, où on revient un peu plus dans le détail sur cette thématique, et je vous invite à regarder les replays disponibles sur notre espace ressources. Dans notre cas, on était bien sur des sujets de bureau. Le chauffage était impacté, tout comme le chaud sanitaire et tout comme les auxiliaires, parce que je vous l'ai dit, on a dû changer les pompes. On n'avait pas de sujet de climatisation et nous n'avions pas de sujet d'éclairage dans ce cas, ce qui n'était pas grave aux yeux de la réglementation, puisque nous traitons bien les sujets de chauffage, ventilation, climatisation présents et même les auxiliaires en plus. Nous sommes en zone H1, donc à un coefficient bonificateur de 10%. Vous voyez maintenant l'impact que je vous ai évoqué, H1, H2, H3, plus 10% en H1, moins 10% en H2 et moins 40% en H3. Voilà. Parce que évidemment, le législateur veut que les C2E soient mis là où il y a les plus gros enjeux énergétiques et donc les plus gros potentiels de gains énergétiques et donc carbone. La surface gérée qui est de 7 750 mètres carrés et la bonification, là on était sur la mise en place d'une GTB. Donc au total, sachant que, attention, juste pour l'ECS, si vous faites les calculs, vous n'allez pas forcément trouver exactement le même nombre de mégawattheures, c'est juste que l'ECS ne concerne pas l'entièreté des mètres carrés, donc il y a un sous-calcul. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais croyez-moi sur parole que c'était 3552 mégawattheures CUMAC valorisables. En décembre dernier, l'entreprise qui a fait les travaux a déduit les C2E de son devis en les valorisant à 5,80 €. Et donc, il y avait 20 000 euros d'aide, 20 601 euros même d'aide sur ce dossier. Du coup, il faut le mettre évidemment en perspective par rapport à l'investissement. La GTB en elle-même était couverte par les C2E. Malheureusement, je vous l'ai dit, enfin malheureusement, non, il fallait aussi prévoir, du moins, le remplacement des quatre pompes, ce qui fait que le total était de 28 000 euros. Donc, dans un cas où il n'y aurait pas eu les pompes, ça aurait été autofinancé de base. Là, on voit qu'il y a un reste à charge de 7 627 euros, puisque le taux de couverture est de 77% dans notre équation. Néanmoins, 7 627 euros de reste à charge, il faut le mettre en perspective par rapport aux économies d'énergie qu'on va être capable de générer et quel temps de retour on peut avoir sur ce reste à charge. Le budget énergie de ce client était de 74 359 euros, c'est précis, avec une part CVC importante, puisque c'était soit près de 70%, et donc 52 052 euros. Donc si on fait une hypothèse assez classique d'une économie d'énergie de 15% grâce à la GTB, ce qui est plutôt conservateur dans le cadre d'un site où il n'y avait pas de GTB, on obtient un gain de 7 807 euros par an. Donc là, vous le voyez, le ROI, il est sur l'année. Donc on peut avoir un ROI, alors à la mise en œuvre près, mais globalement sous 12 mois une fois mise en œuvre, quasiment sur l'exercice budgétaire. Dit autrement, la première année, vous avez un reste à charge de 7 627 euros, une économie d'énergie de 7 807 euros, donc vous avez un delta d'OPEX de 180 euros théorique. Attention, il y a quand même le temps de la mise en œuvre qui fait que vous n'aurez peut-être pas l'entièreté de l'économie l'année 1, mais philosophiquement, c'est ça. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est l'année 2. L'année 2, vous avez toujours cette économie d'énergie et en coût, on a mis 900 euros ici parce que la bonne pratique va être de collecter la donnée et de l'agréger et si possible de mettre aussi en place une supervision humaine et on a compté une journée par an minimum autour de cette GTB. Donc 900 euros de coût globalement d'OPEX, une économie d'énergie de 7 807 euros à coût de l'énergie constant, ça fait une optimisation dans notre cas de près de 7 kg des OPEX et donc du budget. Donc c'est un des messages qu'on veut passer. Tous les cas ne sont pas autofinancés à 100%. On voyait, il y avait un reste à charge. Mais bien souvent, majeure partie est financée et ça donne des ROI très satisfaisants en bénéficiant des C2E sur 6 mois, ce qui transforme effectivement cette contrainte réglementaire en opportunité, quelque part, puisque à la fois, on se met en conformité avec le décret BAX, on fait 40% de l'ambition 2030 du décret tertiaire, on renouvelle les équipements, là dans notre cas, les pompes, on digitalise son parc, on optimise ses OPEX, on met en place une hypervision et on accroît sa valeur verte par une émission de carbone qui est moindre suite à la mise en œuvre de cette GTB. Donc, dit comme ça, finalement, ça fait beaucoup d'avantages.
pour une contrainte économique quasi inexistante et même une opportunité économique, j'ai envie de dire, si on sait se projeter à 12 mois. Et maintenant, je crois que sur les sujets énergétiques, vous êtes tous très nombreux à être capables de vous projeter à bien plus loin que ça. Donc ça devrait vraiment pas être un sujet. C'est le type de quick win qui va être intéressant pour vous autres au sein des directions techniques, convaincre vos COMEX avec des opérations avec des ROI très courts, qui permettront peut-être d'ailleurs de financer par effet domino d'autres actions demain. Je vais faire une petite emphase sur l'intérêt et la nécessité même, je dirais, d'agréger vos données hétérogènes pour pouvoir harmoniser et améliorer continuellement vos consommations. D'avoir une GTB et de l'avoir bien mise en œuvre au premier jour avec effectivement du commissioning, avec du levé de réserve, c'est extrêmement important, mais on est sur une matière vivante. Votre patrimoine, il bouge, vos usages bougent, donc il faut être capable de le piloter et de l'ajuster en temps réel. C'est l'image qu'on montre à travers les citrons qui rebondissent. C'est l'effet rebond qu'on évoque souvent. C'est on fait beaucoup d'économie d'énergie en mettant en place un système, mais cette économie se dégrade dans le temps si on ne remet pas de l'énergie humaine pour le coup, ou la logicielle lorsque possible, pourquoi pas, hein, pour permettre justement de faire perdurer cette performance dans le temps et même à force de challenger et d'améliorer en continu, de voir encore baisser les consommations à terme. Donc, l'intérêt de venir agréger vos données et que le texte ait prévu cette interopérabilité, c'est de normaliser tous vos KPI pour hyperviser tous vos différents systèmes terrain à un pas horaire et journalier, qu'importe la marque. Je ne vais pas là citer des marques, on aura bientôt des webinars avec des constructeurs, et vous verrez quelques-uns d'entre eux, mais on ne vous recommande pas, nous, de mettre la même GTB partout pour essayer d'avoir une vision unifiée. Non, il faut mettre la bonne GTB en fonction de l'enjeu de chaque site. Un petit site n'a pas besoin, j'ai envie de dire, d'une GTB de l'espace. À l'inverse, il y a des sites un peu conséquents qui nécessitent des GTB assez poussives. Il faut être capable de mettre le système adapté en disant qu'à la fin, on agrégera l'ensemble et on s'assurera du bon fonctionnement de l'ensemble par une agrégation. Donc, il faut hyperviser, c'est important, l'ensemble de ces systèmes. L'hyperviseur permet aussi de mettre en relativité les données de la GTB avec d'autres données complémentaires. On peut penser à des DGU, par exemple, même si certaines GTB le font, bien sûr, mais pas toutes, mettre en perspective par rapport à la rigueur climatique pour essayer de comprendre des consommations, d'avoir aussi peut-être de l'IoT complémentaire parfois pour comprendre un peu peut-être des notions de fréquentation, des notions peut-être de confort, etc., qui permettent aussi d'objectiver finalement l'analyse. S'assurer du bon paramétrage initial, je l'ai dit, ça c'est vraiment important aussi. Et en continu, d'identifier régulièrement tous les axes d'optimisation qu'on peut avoir. Et ça, il faut itérer. Et c'est aussi des changements parfois de mode opératoire. Dans l'enseignement, on travaille beaucoup avec les conseils départementaux et régionaux. Et on commence à avoir des clients qui sont en capacité de revoir leur mode de fonctionnement et les emplois du temps des enseignants. Donc ça va assez loin dans l'impact que ça peut avoir pour parfois eh bien, vider une aile un vendredi et permettre d'éteindre le chauffage là où avant, sur un samedi dimanche, finalement, c'était un petit peu compliqué d'avoir un temps de retour avec la relance. On arrive à le trouver sur 3 jours. Vous voyez, ça peut avoir des impacts assez importants et quand on décide de le faire, eh bien, effectivement, il faut être capable de voir l'impact avec du sous-comptage, mais aussi de piloter sa GTB pour le mettre en œuvre. Et visualiser le poids de chaque usage, c'est important pour s'assurer la cohérence. Les energy managers ont des ratios, ont des notions, des consommations théoriques par usage. Ce sous-comptage permet effectivement de s'assurer que ce soit le cas. Ça permet de maîtriser durablement l'impact des systèmes. Au-delà de ce monitoring digital et humain, ça n'empêche pas qu'il faut automatiser, algorithmer un petit peu le sujet avec des alertes. Nous, on appelle ça plutôt des événements, mais la philosophie est la même. C'est de réagir en temps réel en fonction d'événements qu'on qualifierait comme anormaux. Donc ça peut être juste de la notification puisque c'est un léger dépassement de seuil, ça peut être une récurrence de dépassement qui nécessite qu'on analyse la situation, ou ça peut être un gros dépassement ponctuel non justifié qui peut aller jusqu'à prévenir les parties prenantes. Rappelez-vous, c'était dans les 7 obligations, et donc on pourrait, pourquoi pas, écrire sur la GMAO de son exploitant euh, pour demander une intervention suite à une consommation totalement anormale, un jour où le site n'est pas censé être ouvert, ou en horaire de nuit, etc. Pour résumer, et on va arriver aux questions-réponses juste après, en quoi le décret BAC, on peut aussi le voir, et on doit le voir, je crois sincèrement, comme une opportunité. Déjà parce qu'il est mutualisable. Ce serait la première préconisation qu'on ferait dans le cadre du décret tertiaire. Donc de toute façon, cette GTB, vous alliez très vraisemblablement la mettre en œuvre pour tous vos sites soumis décret tertiaire avant 2030. Donc, finalement, ça n'est qu'un cadrage et des bonnes pratiques, plus des aides, donc c'est plutôt quelque chose de positif.
Vous avez aussi des audits réglementaires à renouveler pour beaucoup d'entre vous. Donc, on est capable de mutualiser en faisant l'audit des GTB en même temps que cet audit réglementaire. Et vous allez avoir aussi des audits techniques de modulation dans le cadre du décret tertiaire. Donc, il y a aussi un enjeu de mutualisation intéressant. Ça permettra d'avoir une vision plus précise en temps réel de ses consommations au complément de son SME. Le SME, c'est très bien, ça permet d'avoir ses factures, ça permet d'avoir les données de distribution avec un pas de temps qui est intéressant, mais ça reste macro. Ça reste à la maille de la consommation globale du bâtiment par énergie. Là, on va pouvoir rentrer plus dans le détail, ce qui va permettre d'éclairer les énergie managers dans le pilotage et l'optimisation des performances des équipements et en prenant en compte les usages et les nouveaux usages, comme je le disais avant. Ça permet aussi d'aligner les enjeux de sobriété et de confort, parce que c'est ça, même si on est tous d'accord pour faire des efforts en termes de sobriété et que ça impactera notre confort, on veut le faire de manière maîtrisée. Et il faut être capable d'objectiver ces économies d'énergie. Est-ce qu'elles se font au dépend du confort? Et si oui, est-ce que c'est dans la proportion que nous avions accepté stratégiquement ou est-ce qu'on est en train de dégrader le confort, qui est un sujet important et il faut vraiment réconcilier le sujet du confort et de la sobriété. Ça permet aussi et surtout de renforcer l'attractivité de vos actifs à travers l'accélération de leur transition et de leur digitalisation vers une valeur verte. C'est évident, mais non seulement ça permet de rendre les actifs plus attractifs, mais surtout ne pas le faire, c'est mettre son actif en décalage avec la réglementation et donc avec le marché naturellement. Ça permet aussi d'impacter votre trajectoire carbone. C'est marrant parce que quand on parlait du décret tertiaire, enfin, je ne sais pas si marrant est le bon terme, mais à l'époque, il y a quelques temps, les 40% faisaient peur à tout le monde. Et maintenant, je parle à beaucoup de mes clients qui ont des objectifs plus ambitieux que le décret tertiaire. Donc, on voit que les choses ont changé. Voilà, les trajectoires bas carbone, zéro carbone. Bon, je pense que ça, il faut se le dire, c'est aussi une opportunité pour l'impacter de manière factuelle, puisqu'en moyenne, on baisse les consommations de 15%. Bénéficier des aides pour permettre un investissement limité. On vient de vous le démontrer qu'un cas qui fonctionne particulièrement bien qu'il y avait les pompes et ce n'était pas prévu. On n'a pas pris le cas idéal par excellence. Ça reste un cas favorable. Mais même quand ce n'est pas un autofinancement à 100%, on a des ROI courts. Il y aura peu, spoil, il y aura peu d'exonération sur les 290 kW de la GTB. Et donc, il y a un vrai intérêt économique à le faire pour optimiser vos budgets et vos OPEX en général. Et enfin, permettre un reporting uniformisé de par l'interopérabilité de la performance de votre parc et optimiser ainsi votre reporting RSE, c'est évidemment associé, puisqu'il y aura des données qui seront plus fines pour pouvoir détailler sur quel poste les économies ont été réalisées. Là, c'est un tout petit peu moins rigolo, mais il fallait qu'on en parle. Si on veut obtenir les aides, il faut donc signer les devis avant le 30 juin. Je vais lire de droite à gauche, ce qui n'est pas forcément naturel, mais pour qu'on parte finalement, c'est presque un calendrier très contraint, de la signature au 30 juin. On va vous donner 15 jours au sein de vos directions pour valider les devis. Donc, globalement, entre le 15 et le 30 juin, il faut que le marché, on ait un attributaire et que vous soyez en capacité de signer la proposition de mise en œuvre des GTB. Ça veut dire que dans les 15 jours qui précèdent, il y a cette phase d'analyse des offres et de négociation avec celui qui est pressenti. Ça veut dire que le mois de mai, et c'est pas sympa pour eux, je m'en excuse d'avance, c'est le moment où ils vont devoir répondre à la consultation malgré les ponts. Et ça veut dire qu'entre le 15 et le 30 avril, il faut personnaliser et valider le cahier des charges, valider le sourcing des candidats pour pouvoir les consulter par la suite. Ce qui veut dire donc qu'il faut avoir fait les audits entre le 1er mars et le 15 avril, enfin valider le périmètre soumis et être allé sur site. Il y a vraiment une partie terrain, je l'ai évoqué, qui est un prérequis à la mise en œuvre du décret BAX. Et donc, si on veut commencer au 1er mars, il faut très clairement acter de son besoin, de son périmètre et de son accompagnement maintenant, ou du moins dans le mois qui va venir. Autrement, il faudra toujours se mettre en conformité. Il y aura toujours pendant les 6 mois d'après la fiche, mais elle ne sera potentiellement plus bonifiée à x1, 5, x2. Le décret aujourd'hui arrête la bonification au 30 juin. Si on prend un tout petit peu de recul, c'est souvent comme ça que ça se passe dans les réglementations. On incite fortement au début, on incite de manière un peu moins marquée par la suite, et après, ça devient tout bonnement obligatoire. Là, naturellement, par opportunisme, je vous conseille évidemment de saisir l'opportunité en étant plutôt proactif. Néanmoins, dans un calendrier aussi contraint, eh ben, il faut aussi avoir les ressources pour piloter ça. Alors nous, on est là évidemment pour accompagner la mise en œuvre, mais très clairement, il faut qu'on discute de cela rapidement pour pouvoir tenir l'échéancier juste au-dessus. Et en tête, ce que je dis aussi, les intégrateurs, aujourd'hui, il est difficile d'écrire pour avoir des devis en demandant des visites de chacun d'entre eux. Il faut un peu structurer tout ça de par en fait, l'offre et la demande, tout simplement, et surtout sur ces 6 premiers mois. Alors, nous,
Pourquoi on vous recommande notre accompagnement? Bah, parce qu'on estime que l'alliance du digital et de l'humain, c'est la bonne réponse à ce décret, que l'idée n'est pas, encore une fois, et on le dit à chaque fois, de remplacer l'humain, c'est de lui permettre de se concentrer sur les tâches à valeur en automatisant les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. On a cette double compétence, on est un acteur de référence en matière de performance énergétique des bâtiments, on dispose d'accompagnement humain important, aussi bien côté data que côté énergie management, efficacité énergétique. On a une plateforme d'hypervision de données très hétérogènes. Euh, on a- on agrège des données aujourd'hui d'IoT, de GTB, de factures, mais aussi des données patrimoniales, mais aussi des données d'ascenseurs, mais aussi beaucoup de données autres grâce à notre BI. Donc, on est capable d'être un hyperviseur qui centralise votre data et de partager ce patrimoine parce qu'il y a des parties prenantes. Vous travaillez avec vos propriétaires, travaillez avec vos locataires, vos assets, vos PM, vos exploitants. Donc, ils sont partie prenante du projet. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que c'était suffisamment concis. On va passer aux questions euh, et je vais essayer de répondre à chacune d'entre elles. Donc, on a des questions où on me demande de corréler, et elle revient plusieurs fois, les puissances en fonction des surfaces. C'est un exercice difficile. Très clairement, si vous avez un site soumis au décret tertiaire, donc à plus de 1000 mètres carrés, vous êtes quasi certain qu'il sera soumis. Il y a pas trop de débat à avoir. En dessous, ça va dépendre. Ça va dépendre si votre production est centralisée ou ne l'est pas. Donc, je ne vais pas faire une grande réponse qui s'avérerait ne pas être juste, mais dites-vous que si votre site est soumis au décret tertiaire, vous êtes soumis au décret BAX très vraisemblablement. Euh, alors, comment on parle de théorie quand on parle d'un bâtiment neuf en construction? Alors ça, c'est une très bonne remarque. C'est difficile, puisque la GTB, j'ai presque envie de dire, bon déjà, rassurons-nous, hein, dans les bâtiments neufs, il y a les GTB maintenant, mais ça permet surtout de sécuriser la consommation théorique qu'on a achetée. Et nous, on a eu des cas de réhabilitation, donc un tout petit peu différent, où les GTB n'avaient pas été remis à jour suite à la rénovation. Et donc, du coup, la nouvelle inertie du bâtiment n'avait pas été prise en compte et on n'obtenait pas les gains escomptés. Et c'est la mise à jour de cette GTB en termes juste de consignes qui a permis l'atteinte. Donc, il faut plutôt voir ça comme partie prenante de l'investissement pour permettre de sécuriser dans la durée les gains, voire d'en faire davantage si les usages évoluent. Mais c'est dur de présenter un ROI, je suis d'accord, sur du neuf. Il faudrait raisonner que d'un bâtiment neuf sans GTB. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas. Intellectuellement, c'est difficile à imaginer. Euh, j'ai une petite pensée à la caisse d'épargne sur le sujet que je viens d'évoquer. Le décret est-il un sujet propriétaire ou locataire? C'est un sujet propriétaire, je l'ai dit au tout début en termes de réglementation, mais je crois que le locataire doit être un peu poussif avec son propriétaire pour la mise en œuvre parce que ça impacte ses consommations. Donc il a un intérêt direct à ce que ce système soit mis en œuvre. Et si son propriétaire, pour X ou Y raison, n'est pas enclin à le faire, si le calcul démontre un autofinancement, le locataire peut avoir un intérêt à le faire. Finalement, les ROI sont parfois sur la durée du bail. Donc ça pourra nécessiter des discussions lors des prises de bail entre propriétaire et locataire. Je dirais que c'est au propriétaire de le faire. Je dirais que le locataire a plutôt intérêt à suivre le projet de prêt. Alors, quelle source d'infos pour déterminer qu'on est au-dessus ou en dessous? Alors ça, je vous invite vraiment à lire. Nous, on a fait un récap que vous trouvez aussi sur notre base de ressources qui permet de connaître justement comment on détermine ces puissances cumulées. Mais au-delà de ça, il y a aussi un rapport fait directement par le ministère qui résume le décret BAX et qui l'évoque plutôt très bien. Donc, deux sources, ou notre propre résumé, ou celui du ministère, qui est aussi très bien fait et très précis. Et le note est peut-être un peu plus marketé, intelligible. Voilà, ça dépend le degré d'expertise que vous voulez trouver. Est-ce qu'on peut faire du pilotage avec Citron pour être conforme? Bah, c'est ce que j'évoquais avant. Certaines GTB, il leur manque pas grand-chose pour passer en C, et donc ça peut être un sujet. Le sujet, ça peut être le passage en C pour historiser et pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Maintenant, c'est en concurrence avec un passage en B ou en A sur les 6 prochains mois. Donc, dans tous les cas, Citron, le logiciel, a un intérêt dans la mise en œuvre des GTB. Est-ce que c'est juste pour compléter une GTB à qui il manque pas grand-chose ou est-ce que c'est pour hyperviser une GTB plus performante? C'est des questions qu'on doit se poser dans les scénarios qu'on vous proposera. Dans le cas d'une construction d'un bâtiment dont la surface est supérieure à 1000 m², mais constituée de plusieurs surfaces totalement indépendantes en termes d'énergie et de fluide, et donc chaque puissance est inférieure à 70 kg, décret de base. Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, dans le cadre des productions non centralisées, on ne peut pas sommer les puissances. Et on n'aurait pas toujours capacité, d'ailleurs,
à les réguler de manière euh, comment dire, éparpillée. Donc, il y a une limite quand même logique qui fait qu'effectivement, on parle de production, notamment pour les parties chauffage, plutôt centralisée. Mais ça, c'est justement l'analyse à distance avec le questionnaire technique qui permet déjà de pressentir si le site est analysé ou pas. Et lorsqu'il y a un doute, il faut ensuite se rendre sur site pour faire une analyse plus poussée. Alors, ah oui, la logistique, oui, ils sont exemptés. Aujourd'hui, maintenant, la question, c'était atelier, stockage plus bureau. Je ne sais pas répondre avec précision à celle-là. Ce que je peux dire, c'est que tout ce qui va être lié aux entrepôts, au stockage, à la logistique sont aujourd'hui exemptés. Je ne sais pas si ça durera. Je pense que c'était aussi dû au fait que c'était particulièrement intéressant pour eux ces derniers mois avec les C2E. Donc, il y a besoin peut-être de revoir un peu ça. Je ne sais pas répondre précisément à cette question. Alors, est-ce que c'est applicable à tous les secteurs? Il y a plusieurs typologies de secteurs. De mémoire, il y en a six, je les ai donnés avant. Donc, j'avais dit hôtellerie, restauration, bureau, j'ai dit commerce, j'en ai oublié, mais je les ai mis, c'était au tout début du slide. Voilà les secteurs qui sont impactés, mais il n'y a pas d'autres secteurs. Donc là, dans le cas où on parle de bâtiments sportifs ou de piscine, effectivement, c'est pas précisé, donc c'est une question qui mériterait d'être posée au ministère. Comment on fait pour estimer les gains qu'on fait suite à la mise en œuvre d'une GTB? Là, je vous ai donné vraiment le macro des 15%. Quand nous, c'est un de nos clients et qu'on connaît le pilotage actuel, on est capable de faire des hypothèses plus intéressantes parce que de par l'agrégation de données qu'on a déjà, on voit les consommations inutiles. J'ai un exemple, quand on a travaillé dans le retail, quand on sait qu'une banque est fermée le dimanche et le lundi, on sait qu'en mettant, alors pas une grosse GTB, hein, même une horloge ou un automate, on est capable de chiffrer le gain qu'on va faire sur les heures non ouvrées la nuit, plus les dimanches, plus les lundis, et donc d'avoir une approche plus fine autour du paramétrage cette GTB. Donc si on a un client, bah, on est capable de faire une comparaison théorique entre la consommation actuelle et celle qu'on a modélise pour demain, avec un protocole qui serait un peu IPMVP pour ensuite s'en assurer. Et donc on est capable d'être plus précis sur les gains escomptés. Là, je vous ai donné une notion très macro. La FEDEN dit 13%. FEDEN, qui est le syndicat de la performance énergétique, communique sur 13% de gains à la mise en place d'une GTB. Voilà. En quoi consiste le pilotage d'une GTB? Est-ce qu'une journée par an est suffisant? Alors là, vraiment, j'ai voulu faire quelque chose à minima. Le pilotage d'une GTB, alors il y a l'alerting, je l'ai vu, où on peut le faire par algorithmie, mais une fois qu'on a une alerte, il faut se pencher sur l'alerte. C'est juste de se dire, pourquoi j'ai une consommation dite anormale, en toute relativité à une rigueur climatique, à un usage similaire à un moment passé, à un usage similaire sur un bâtiment qui pourrait être jugé comme similaire. Donc c'est juste challenger en permanence les consignes pour les optimiser et les mettre à jour aussi en fonction de l'usage qu'on va avoir. Le télétravail, par exemple, pour donner qu'un exemple, est venu bouleverser ces règles d'usage. Est-ce qu'il faut chauffer de la même manière un mardi qu'un vendredi? Je ne suis pas persuadé. Par contre, est-ce qu'on a adapté nos organisations pour libérer des espaces et réguler différemment? Pas forcément. C'est l'exemple que je donnais avec l'enseignement tout à l'heure. Donc, ça demande des réflexions avec des énergie managers sur comment est-ce qu'on pourrait optimiser la bonne adéquation entre l'usage et le pilotage de la GTB. Est-ce qu'une journée est suffisante? Si on parle d'un parc, on va mettre 100 GTB. Je pense que déjà avec 100 jours pour challenger le parc, c'est conséquent et ça permet de faire un travail quand même conséquent. Maintenant, si on parle d'un seul site, ça va dépendre, mais ça peut être insuffisant. Il y a une notion quand même de volumétrie sur les grands parcs immobiliers qu'il faut considérer. Globalement, le message qu'on vous passe souvent, nous autres, c'est de dire que vous devez investir entre 1 et 5% de votre budget énergétique dans des notions de sobriété, d'énergie management et d'efficacité des systèmes, que ce soit logiciel ou humain. Donc globalement, il y a ce ratio-là. Si le logiciel est autour de 1%, vous avez 2, 3, 4% à mettre en énergie management en général. Mais encore une fois, c'est plus sur un petit site, c'est moins sur un très grand parc. Euh, Est-ce qu'un laboratoire, alors là c'est un cas particulier, je vous invite à nous contacter directement, mais 1900 mètres carrés probablement, surtout un laboratoire, j'imagine que la puissance de chauffage, ventilation, climatisation, ventilation aussi, je suis prêt à parier que oui, mais je vous invite à venir vers nous pour qu'on puisse étudier ça de plus près. Ah, le coût au mètre carré d'une GTB, je ne vais pas répondre à celle-là. Faut pas m'en vouloir, c'est juste que c'est un ratio qui est compliqué. Là, vous voyez, on a fait l'exercice avant où on avait 8000 mètres carrés, on avait une GTB globalement qui coûtait 20 000 euros. Donc, c'est pas trop mauvais comme ratio des 2,50 € mais
Classe A, classe B, classe C. Est-ce qu'on en profite pour agréger aussi l'éclairage? Est-ce qu'on en profite pour agréger même des usages complètement différents? On pourrait très bien mettre de l'intrusion, de l'incendie. C'est difficile. Euh, pour la part CVC, mon 250 me paraît pas trop mauvais, mais encore une fois, c'est pas bon d'avoir un ratio. Il y a aussi un effet de volume qui va avoir lieu à la maille des parcs. Il y a aussi une offre et une demande qui va peut-être aussi un petit peu inflater ça. Je préfère être un peu mesuré sur le sujet. Alors, plus de précision sur le niveau de précision de sous-comptage, bah, le décret le précise plutôt pas mal. Alors, c'est par usage et par zone, comme je l'ai précisé juste avant. Donc, globalement, ça va être effectivement, alors, quand on va être sur de l'usage d'eau chaude pour le chauffage, bah, c'est d'avoir du sous-comptage au niveau de la production. Et quand on regardera après pour les consommations électriques, c'est d'avoir des consommations par usage, justement. euh, Ça s'appelle le chauffage aussi, du reste, ventilation, climatisation, éclairage, etc. Donc il faut avoir une vision par zone, il faut être capable de zoner son bâtiment, et aussi par usage. Donc c'est un plan de comptage qu'il faut vraiment challenger, qui est important, mais qui permettra aussi demain un vrai pilotage, finalement, par zone et par usage. Ce qui est important. Enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on fait des audits instrumentés par zone et par usage. Ils sont juste en train de digitaliser une partie de l'audit qu'on faisait hier, et c'est une très bonne chose. Du coup, c'est le propriétaire qui est responsable et pas le locataire. Ah non, ouais, c'est ça. Alors, pas de risque. Il y a peu de risques aujourd'hui autour du décret Bax. Si on devait lui faire peut-être un reproche, est-ce que ce serait pas celui-là? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, il y a un gain financier, on l'a vu, énergétique, et ça s'inscrit dans le décret tertiaire qui, lui, a des sanctions concrètes. Donc, quel est le risque? Bah, c'est de ne pas avancer vers le décret tertiaire et donc de s'exposer aux sanctions du décret tertiaire. Voilà, j'ai presque envie de dire ça. C'est le propriétaire qui est responsable. Maintenant, le locataire, il a un intérêt à ce que le propriétaire soit investi de la question, voire dans certains cas, moi je sais pas, j'en parlais avec certains de nos clients, si le propriétaire n'est pas proactif, si on a un bail de 9 ans, bah, je crois qu'il faut peut-être se poser la question de le faire quand même, quoi. Vous voyez? C'est des débats que vous pouvez avoir. Quels sont les protocoles? Alors, c'est plutôt précisé. Il faut des protocoles normalisés. C'est précisé dans le texte, hein, BACnet, Modbus, API. Protocoles normalisés pour pouvoir les récupérer de manière facile. Mais là, pour le coup, ce qui n'était pas vrai hier, le marché est en train de se normaliser et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de sujets autour de ça. Globalement, préciser juste que ça doit être interopérable en listant les API, BACnet, Modbus qui sont dans le texte. Et voilà, les GTB seront compatibles. Malgré tout, pour un établissement public, c'est soumis à la mise en concurrence. Oui, sauf sous les seuils inférieurs à 40 000 euros. Enfin, vous connaissez l'histoire. Du coup, vous pouvez mettre en place votre AMO, ce qui urge, comme on l'a vu avant, potentiellement sans ça, en direct, choisissant votre prestataire euh, pour vous accompagner. Mais ce prestataire devra bâtir un cahier des charges avec des critères de jugement et avec un CCTP pour une mise en concurrence et permettre une attribution d'un montant qui excédera les 40 000 euros. Alors, pas si vous avez un monocyte, peut-être pas d'ailleurs, vous avez vu l'exemple. Voilà. Après, je sais que parfois, avec des offres C2E déduits, on peut arriver à des montants de travaux qui sont parfois plus faibles. Et dans certains contrats d'exploitation, les exploitants peuvent le mettre dans leur programme pluriannuel de travaux. Je vous laisse regarder ce point-là, mais oui, et c'est pour ça qu'on prévoit les 30 jours globalement au mois de mai pour la consultation. Ce sera le minimum pour le public et on ne gagnera pas tant sur le privé, à mon avis. Alors, hop, il y a beaucoup de questions. Je vois que le sujet anime et c'est bien. Hop, les questions sont parfois longues. Excuse-moi, j'en prends connaissance. Je suis complètement d'accord. La réflexion côté timing, c'est dire que le timing est extrêmement court et qu'il va être difficile d'arriver à avoir des personnes OK pour mettre en place des GTB dans ces délais-là quand on a entre 80 et 100 actifs, là, dans le cas qui est cité. Euh, c'est la signature du devis qui fera foi pour l'obtention des C2E. J'imagine que, il ne sera pas complètement atypique de signer un devis avec une mise en place plusieurs mois plus tard. Je pense que c'est comme ça que le marché répondra à cette contrainte. Du moins, je ne vois pas les choses autrement. Mais il faudra que la signature ait lieu. On peut imaginer d'ailleurs qu'on a un délai de mise en œuvre quand même pour les C2E. Ça a été le cas avec d'autres fiches dans le passé, 6 mois, 12 mois, on pourra en discuter. Mais très certainement qu'il y aura un délai de mise en œuvre qui sera toléré
pour permettre cela. Mais c'est bien la signature de devis qui permet d'activer les C2E. Et donc, pour ça, il faut surtout se mettre en ordre de marche pour obtenir les devis en fonction d'un périmètre assujetti, maîtrisé, un inventaire réalisé, un cahier des charges normé pour obtenir les aides. Comment on sait si notre GTB est classe A et B? Bah, c'était le sujet initial, hein. C'est-à-dire que nous, on va vous poser des questions sur vos équipements en place. Si vous avez des réponses, on va pouvoir déjà l'identifier avant même d'aller sur site. Mais globalement, c'est la visite technique. C'est pour ça qu'il y a une part terrain qui va nous permettre de dire si vous êtes en A, B ou C et de vous chiffrer l'opportunité que vous avez de monter d'un cran ou de deux crans peut-être dans cette hiérarchie. A, B, C ou D d'ailleurs, du reste. Le montant approximatif du bonus C2E, bah là, je vous ai montré un exemple où ça faisait 80% du taux de couverture, donc de taux de charge, et ça aurait pu être 100% s'il n'y avait pas eu les pompes à changer. C'est tout parti, mais c'est majoritaire avec la bonification. Globalement, euh, je vais faire un râteau, c'est entre 50 et 100%. C'est relativement intéressant, enfin, c'est très intéressant. Et il faut profiter de cette bonification. Sachant que là, l'hypothèse qui avait été faite, elle était à 5,80 €. Le marché du C2E est plutôt un peu au-dessus aujourd'hui. Donc ce sera un peu plus à date, potentiellement. Même si, attention, ce que vous voulez, c'est que ce soit préfinancé, déduit et instruit par votre prestataire qui fait les travaux. Donc ne prenez pas les montants de ces 2 E que vous allez avoir sur le marché à date. Il y a une décote à prévoir d'un ou 2 € si vous voulez que ce soit le prestataire qui déduise directement du devis qu'il va vous proposer et assume toute la charge administrative. Donc si aujourd'hui, je crois qu'on est à 7,50 € le prix de valorisation, 8,50 € le prix de valorisation marché, ça veut dire qu'il faut plutôt considérer 6 €, 6,50 €, vous voyez, dans vos hypothèses. Alors, classer ces 2 E, c'est non. Ça n'est pas possible. On n'a pas de C2E en classe C, on est juste conforme au décret PAX. Donc en fait, la question se posera, quand on est en classe D, est-ce que je mets une GTB classe C pour être conforme avec un moindre investissement, ou est-ce que je mets une classe B, mais sachant qu'avec l'impact des C2E, la B est attractive quand on considère ce qu'elle permet en complément. Euh, Est-ce qu'on est complémentaire d'une GTB locale? On peut l'être. Ce que je disais, on veut pas, non, nous ne sommes pas une GTB, mais on peut permettre à des GTB d'historiser, de faire de l'alerting. Donc, on peut être complémentaire à des GTB, et ça peut permettre à certains d'entre vous de ne pas partir dans une politique d'investissement fort, juste en cherchant à mettre en compliance simplement. Alors, il y a des questions qui reviennent, ce qui est logique. Alors, on me pose des questions sur ce qui va être vérifié, les sanctions prévues dans le cadre de la vérification des systèmes. C'est la partie qui n'est pas encore suffisamment explicite du texte. Donc, je peux pas répondre pour cause. Euh, on en parlait un peu avant, pas de sanction à date, si ce n'est celle de ne pas participer. Enfin, c'est une action évidente du décret tertiaire, donc j'ai presque envie de renvoyer aux sanctions du décret, à laquelle j'ai presque envie de rajouter l'image de marque et la marque employeur. Enfin, c'est dans le contexte actuel de la transition. On peut piloter une GTB, ah oui, et distinguer des politiques de confort, mais tout à fait. Ça va permettre ça, complètement, de distinguer des politiques de confort là, dans le cas, par étage. Ça peut être lourd en gestion ou pas. C'est ce qui il faut mettre la GTB qui le permette et s'assurer ensuite, piloter la GTB pour que les consignes soient bien respectées. Mais clairement, on peut imaginer sur des vendredis, des étages non usités où on met un réduit, ou voire on coupe, puisque c'est plus intéressant de couper et de relancer le lundi. Ce sont des calculs qui vont devoir être faits. Il peut y avoir des écarts de consignes euh, pour diverses raisons. C'est sûr qu'on n'a pas toujours besoin de chauffer autant quelque part où les gens sont en mouvement par rapport à quelque part où les gens sont sédentaires assis à un bureau. Donc on pourrait avoir aussi des deltas de consignes. Et c'est intéressant. À chaque fois qu'on va gagner 1%, un degré, vous avez la règle des 7% en tête, mais ça peut être davantage quand on est sur une moyenne de base à 23-24 déjà. Et là, je parle que de chauffage. Et oublions pas la climatisation. Il faut aussi optimiser ça. Et aujourd'hui, normalement, on ne climatise pas tant qu'on n'est pas à une température supérieure à 26 degrés et on a un delta avec l'extérieur qui doit être mesuré. Et aujourd'hui, je pense que je donne souvent l'exemple de nos voitures, où on a trop pris l'exemple de mettre 20 ou 21 quand on monte dans nos voitures, et je vois beaucoup trop de sites qui climatisent à 21, 22, 23. Voilà. Donc ça, la GTB permettra aussi peut-être de borner, automatiser, piloter et suivre avec une sonde de température que il n'y ait pas d'abus. Est-ce qu'on peut envoyer une liste d'informations? On a fait une checklist
décret Bax que vous pouvez télécharger sur notre espace ressources, qui vous permet de voir un petit peu les données qu'il faut collecter. Et ensuite, bah, je vous invite à prendre contact avec nous parce que clairement, dans le cadre du projet qu'on pourrait avoir ensemble, on va vous poser ces différentes questions pour essayer d'établir la charge de travail qu'on aurait dans le cadre d'un accompagnement. Et donc, par voie de conséquence, on va pré-identifier, même si le travail arrivera ensuite, de validation, le périmètre potentiellement soumis. Alors évidemment, il y a de l'aléa quand on fait ça à distance, mais le but ensuite du questionnaire et des visites, ça va être d'avérer tout ça. Oui, je vois, on me donne des cas où les C2E ne suffiront pas pour des bâtiments dans leur jus, pour reprendre les mots de celui qui a posé la question. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je veux vous dire, je trouve ça très bien qu'on puisse autofinancer par les C2E, mais je pense que dans l'absolu, c'est pas ce qui est attendu. C'est de se dire que il faut que les ROI soient acceptables grâce à cette aide. Et il faut que, dans certains cas, ça favorise des renouvellements fataux, je ne sais pas. Et dans votre cas, voilà, sur un bâtiment qui est dans son jus, on peut imaginer que de toute façon, il faudra faire quelque chose. Donc cette prime C2E vient malgré tout aider. Et un bâtiment dans son jus, c'est un bâtiment qui mérite d'être piloté parce que j'imagine que l'enveloppe n'est pas terrible. Donc le pilotage va avoir un impact conséquent sur les consommations. Je comprends, c'est vrai. Ça ne le disqualifie pas pour autant. Est-ce qu'on mettra en lien la plateforme, la GTB avec Opérat? Waouh! Euh, est-ce on aimerait déjà, enfin, on va déjà déclarer par API sur Opérat. Ce sera une bonne première étape, les données qu'on collecte des distributeurs et des fournisseurs. Est-ce que demain, on irait depuis la GTB? Bon, il faudrait déjà que la GTB agrège les compteurs généraux et cette donnée, on l'a déjà par les distributeurs en général, mais je pense pas que ce soit prévu par Opérat. Mais après tout, rien d'impossible. Dans un système interopérable avec des API, on pourrait. Nous, en tout cas, on serait capable de faire ces liaisons. Est-ce qu'on est, Citron, capable de mettre en place des GTB? Alors, là-dessus, nous, notre métier, c'est du conseil. C'est-à-dire que nous ne sommes pas intégrateurs. Par contre, nous avons une expertise dans l'accompagnement de nos clients, dans le conseil, dans l'audit technique. Donc, on est capable en fait, de vous accompagner dans toute la structuration de votre process pour aller désigner justement les bons opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre. Mais nous ne sommes pas installateurs de GTB et nous ne serons pas installateurs de GTB. Ça, pour le coup, ce n'est pas notre métier. Par contre, on ira jusqu'à vous accompagner dans la mise en œuvre du pilotage de cette GTB, dans la validation du bon fonctionnement de cette GTB à la livraison. Donc voilà, on n'est pas installateur. Par contre, on peut vous accompagner sur une grosse partie de la chaîne de valeur. Et on a beaucoup de partenaires intégrateurs qui utilisent notre solution par ailleurs pour leur métier et qui sont prêts à nous accompagner, évidemment, et nos clients, euh, pour la mise en œuvre du décret BAX. Ouais, si les ressources humaines disponibles pour le pilotage sont assez limitées, est-ce qu'il faut recommander autre chose en termes de classe pour la GTB? Bah, oh, faut essayer de projeter dans le temps. Est-ce que vous aurez toujours le même nombre de ressources? Bon, mais oui, c'est très clair, ça sert à rien de mettre une GTB ultra performante et d'être boulimique en data en allant agréger des milliers de points si on n'a personne à mettre derrière l'écran. Faut être très clair, même si un peu d'algorithmie permettra de s'alerter, et quand bien même s'il y a une alerte et qu'on ne la traite pas, vous voyez, c'est pas très productif. Donc oui, dans ce cas-là, il vaut mieux se mettre en conformité avec le décret, pas forcément chercher la GTB la plus élaborée, mais il faut aussi se projeter sur est-ce que ce sera toujours le cas? Est-ce que j'aurai pas plus de ressources demain? Et est-ce que je peux pas prendre de la ressource externalisée? Est-ce que j'y ai pas un ROI? Nous, très clairement, tous nos forfaits d'énergie management qu'on a pour nos clients quand ils l'externalisent chez nous augmentent parce qu'au gré des gains d'énergie qu'on génère, eh bien, ils nous confient, sachant que le gain est supérieur au coût, évidemment, ils nous confient de plus en plus de temps. Donc, peut-être que la solution, c'est effectivement de confier ça à un tiers et de regarder d'un côté le coût et de l'autre le gain associé. On me demande s'il y aura des formations pour mieux comprendre le détail A, B, C ou D, puisque c'est complexe et que ce serait bien de mieux comprendre la norme. Je prends le point. On va en discuter. Ça pourrait être intéressant que notre cellule GTB réponde à cette question dans le détail. Je vais voir ça avec Mathieu, Lionel et Antoine. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Combien coûterait une visite technique, diagnostic technique pour vérifier la conformité vis-à-vis du décret VAX? Bah, quand on a déjà une GTB.
Bah, globalement, je pense qu'il y a 50% du temps sur site, 50% du temps à la maison pour faire les différentes simulations vers les différentes classes. Donc, si on enlève le temps de déplacement, je pense que c'est quelque chose où il faut compter 2 journées d'ingénieur, globalement. Donc, allez, j'aurais tendance à dire que c'est autour des 1 600 euros. C'est à peu près le prix que va coûter un audit pour vérifier la mise en conformité sur un site. Ce serait à peu près l'ordre de grandeur. Maintenant, peut-être qu'on peut aussi regarder les choses à distance, peut-être qu'on peut aussi mutualiser avec plus de déplacements. Il faut regarder ça globalement, mais ça vous donne un ordre d'idée, je dirais que c'est 2 jours. Et n'hésitez pas d'ailleurs à demander ça dans le cadre de vos audits énergétiques. Là, nous, on le fait de plus en plus, là, dans le cadre de renouvellement des audits réglementaires. Et évidemment, on en profite pour faire le BAX, et ça rajoute un moindre coût complémentaire, puisqu'on fait déjà le déplacement, on est déjà sur site, etc., etc. Si j'ai bien compris, on ne se cale plus sur l'unité foncière du décret tertiaire, mais sur les consos souscrites. Alors, sur les puissances. Donc, ça va être vraiment les puissances nominales des équipements de chauffage, ventilation, climatisation. Donc là, c'est du travail de recensement des puissances qu'il va falloir faire. D'où cet inventaire nécessaire qui a pu être fait dans le cadre d'un de vos audits ou qui peut être fait à travers une visite technique. La GTB de classe A implique des installations techniques complexes, vérification de température par locaux et par présence des personnes et communicants. Donc un investissement très important dans les équipements scolaires ou autres. Ouais, c'est clair. Euh, je sais pas si c'est politiquement correct, mais dans certains cas, la B suffira. Il ne faut pas toujours aller chercher. Alors, la A dispose davantage. Il y a plus de C2E dans une classe A, donc il faut faire le calcul. Néanmoins, et c'était un peu la question d'avant, il faut avoir des gens pour pouvoir utiliser le système, mais aussi pour pouvoir le mettre en œuvre. Euh, dans des établissements scolaires, d'avoir une gestion des températures en fonction de la présence, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est sûr que ça complexifie un peu le projet à la mise en œuvre. Mais par contre, c'est intéressant. En fonction des emplois du temps et de la présence, euh, il y a des économies réelles à faire sur l'usage. Donc, je suis d'accord avec le constat. C'est plus complexe. Ça se calcule parce que ça peut valoir le coût pour autant. Et après, il y a la difficulté opérationnelle qu'il faut panier. D'où l'importance d'avoir un cahier des charges bien normé, bien cadré, euh, pour inciter aussi les répondants. Ça, il est ça en tête, hein. Les intégrateurs vont avoir le choix des dossiers. Est-ce qu'on recommande les installateurs et qu'on collabore? Oui. Clairement, mais il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de donner des noms comme ça à la volée, même plutôt pas. Ce qui est sûr, c'est que début du mois prochain, on va faire une journée du décret Bax où on va le faire avec un certain nombre d'installateurs. On va en mettre plusieurs justement pour ne pas avoir de parti pris, parce que nous, on n'a pas de parti pris, mais il y a plein de bonnes solutions. Moi, ma règle, c'est juste de ne pas forcément se dire, je vais mettre une marque sur tout mon patrimoine. Il faut mettre une solution adaptée. De toute façon, à la fin, ce sera interopérable, on agrégera. Donc, le but, c'est d'avoir juste le bon outil en fonction des contraintes spécifiques de chaque site. Euh, voilà. Donc, parfois, vous allez avoir des soucis, simplement vouloir des agrégateurs pour rendre communicantes des GTB existantes et passer en C. Parfois, vous allez avoir des GTB assez light finalement parce que l'enjeu énergétique voilà, vous êtes tout juste soumis. Et parfois, on va aller voir des GTB beaucoup plus robustes et se poser des questions jusqu'à celle qu'avait posée notre ami qui est dans l'enseignement. Est-ce qu'il faut ou pas aller jusqu'au pilotage des températures et du présentiel par salle de classe? Voilà, toutes ces questions se poseront et ce ne seront pas les mêmes technologies qu'on mettra en fonction. Mais voilà, mais bon, pour répondre, si je sais pas, à la télé, faut en donner trois, j'en donner cinq, ça peut être du Siemens, du Schneider, du WIT, du Wattsense, enfin voilà. Sachant que ça, ce sont effectivement des marques de GTB, mais il faut aussi avoir des intégrateurs, installateurs dans la tête. Et c'est là où parfois il y a un peu moins de disponibilité. Je crois que je suis arrivé à peu près au bout des questions. Est-ce que ça concerne aussi le bâtiment neuf? Je l'ai dit oui, et dès maintenant, à partir du moment où ça passe les 70 kilowatts. Obsolescence du matériel, on constate que des GTB qui ont plus de 10 ans, on ne peut pas toujours faire évoluer sans reprendre l'ensemble de l'architecture. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que le coefficient de 1,5 de C2E, il est quand même bon à prendre parce que ça peut être onéreux de refaire monter en gamme une GTB, parce que ça peut impliquer du travail qui va jusqu'à l'architecture elle-même de cette dernière. Il faut parfois la compléter aussi par de l'IoT ou pas de l'IoT du reste, mais je suis complètement d'accord. Ok, je vais vous laisser là, on a dépassé le temps. Vous étiez très nombreux aujourd'hui et vous êtes encore nombreux 1 heure et quart après. Ça fait plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelez-vous que le rétro-planning est un peu contraignant. Donc, si vous voulez saisir l'opportunité, bah, je vous invite à être assez réactif. N'hésitez pas à nous solliciter, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse bah, étudier votre projet.
et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait accompagner au mieux dans ce délai contraint pour bénéficier des aides. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire.